Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Faya Milimono visé par une plainte du ministre de la Justice par intérim pour diffamation. Malgré les excuses publiques du président du bloc libéral, Mohamed Lamine Fofana a décidé d'intenter une action en justice. Vous entendrez Faya Milimono dans ce journal. Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué une inondation dans la sous-préfecture de Nongoa, dans Guékédou. Des dégâts importants sont enregistrés, des centaines de villageois sont sans abri. Un comité de soutien est né à Conakry. Depuis son arrivée dans la région italienne depuis en 2013, probablement du Costa Rica, la lèpre des oliviers a provoqué la mort de plus d'1 million d'arbres en Italie et la facture s'est élevée à environ 1,2 milliard d'euros pour le second exportateur mondial d'huile d'olive derrière l'Espagne. Encore une fois, bonsoir. Le président du bloc libéral a fait des excuses publiques au ministre de la Justice après l'avoir confondu à Mohamed Lamine Fofana, le porte-parole des rebelles qui a attaqué la Guinée en 2000. Il reconnaît s'être trompé. Sa source l'aurait induit en erreur. Faya Milimono était dans nos locaux ce jeudi. Il est au micro de Malik Songana Kamara. C'est la première fois que j'ai dit quelque chose qui ne s'est pas avéré vrai. Nous avons reconnu que l'erreur est intervenue, c'est humain. Nous avons fait un communiqué pour demander pardon, et ce que je réitère, demander pardon au ministre, n'est-ce pas, que son nom soit associé à celui de Mohamed Lamine Fofana. Mais Mohamed Lamine Fofana a existé dans l'histoire de la Guinée. Il a été le porte-parole des rebelles de 2000 qui ont attaqué la Guinée aux frontières sud. Ça fait des milliers, n'est-ce pas, de personnes blessées, des centaines de personnes tuées et des milliards de biens matériels privés et publics détruits. Quelqu'un doit répondre de ça. Nous l'avons appris ce soir, ces excuses de Faya n'ont pas empêché le ministre d'agir. Mohamed Lamine Fofana, le ministre de la Justice, a décidé de porter plainte contre le président du bloc libéral pour diffamation. Selon nos informations, c'est à la direction de la police judiciaire que le plaignant a déposé sa plainte. Faya Milimono sera certainement entendu dans les jours à venir. Le leader du bloc libéral risque gros dans cette affaire, nous apprendons. Le décès de Kéléfa Sall, ancien président de la Cour constitutionnelle, ne laisse pas indifférent certains hauts cadres guinéens évoluant à l'étranger en séjour dans son pays depuis quelques jours. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a coïncidé à cet événement triste. Medve Vogui, également directeur de l'Agence panafricaine pour la gestion des risques, s'est dit affligé par ce décès. Lui et son jeune frère étaient proches du défunt. Ils sont au micro d'Antoine Kourouma et de Gibril Kabak Kamara. Il demandait à mon frère s'il avait des nouvelles de moi. Et mon frère lui a dit, il est arrivé aujourd'hui, il est là. Et Kéléfa a immédiatement sauté et il a dit, il faut que je lui parle. Il faut que je voie le frère. Regarde son emploi de temps pour que je puisse le voir. Donc nous étions en train de nous entendre pour nous accorder sur quand est-ce que nous allons nous voir quand j'ai appris la mort de Kéléfa. Plusieurs familles, pas seulement ici, et même pour de très grands hommes dans le monde, aux États-Unis et ailleurs, souvent les familles préfèrent avoir une intimité au niveau de funérailles parce qu'ils veulent une communion plutôt familiale qu'une communion publique. Je pense que ça, c'est leur droit. Mais je pense aussi que même s'il n'y a pas eu maintenant de funérailles nationales ou disons de cérémonies pour rendre hommage à Kéléfa de façon solennelle, je pense que ça se fera un jour. Je suis un ami d'enfance à Kéléfa. Je lui ai parlé 15 heures avant sa mort. Il m'avait appelé, on devait se rencontrer le samedi parce qu'il m'a appelé vendredi vers 13 h. Samedi, on devait se rencontrer. Il avait l'intention de voir mon frère.
Et je lui avais promis d'essayer d'organiser cela. C'était un grand malade, il avait des problèmes cardiaques. Il avait même un pacemaker, il vivait avec un pacemaker. Mais on ne sentait pas. C'est brusquement, tout récemment, il a commencé à avoir des crises. Mais moi, je n'étais pas là, j'étais en Europe. C'est à mon retour que je l'ai su. La sous-préfecture de Nongoa, dans Gekedou, a besoin d'assistance. Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué une inondation qui a causé d'énormes dégâts. Plusieurs familles sont sans abri, des maisons ont été détruites, ainsi que d'autres biens des villageois. Pour aider les sinistrés, un comité de soutien composé des fils de la localité est né. Ce comité lance un appel aux bonnes volontés Malik Changana Kamara et Gibril Kabak Kamara. La sous-préfecture de Nongoa est traversée par deux fleuves, le Makuna et le Mafissa. Avec la forte pluie qui s'est abattue sur la localité, l'eau est sortie de son lit pour inonder les habitations. Les dégâts sont énormes. L'école publique a été complètement décoiffée et plusieurs familles sont restées sans abri. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose de 200 familles qui sont concernées par cette inondation et 55 bâtiments sont, au moment où je vous parle, à terre. Maison de crédit rural qui se trouve là-bas où les documents sont partis parce qu'il y a l'eau qui a tout ravagé. En plus de ces dégâts matériels, la population de Nongoa s'est retrouvée dans un besoin de nourriture et d'habillement. Des aides sont souhaitées par des sinistrés. Faya Milimono promet d'apporter sa contribution à la localité de sa maman où il a passé son secondaire. C'est une calamité naturelle, personne ne l'a choisi. Il faut venir en aide à ceux qui en sont victimes. Je commencerai moi-même à en être un de ceux qui vont supporter ceux qui sont en train de souffrir maintenant. L'emplacement de Nongoa est risqué. Son déplacement à un endroit sûr par les autorités serait nécessaire, estime ses ressortissants. Que les autorités cherchent à déplacer ces populations riveraines et trouver encore d'autres terrains où leur permettre de vivre sans être dérangés. Les résultats du BEPC ont été publiés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matam, ils étaient au total 5 740 candidats inscrits et 2846 ont eu la moyenne, soit un taux de réussite de 38,17%. Ce taux de réussite est en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Avec un taux d'admission de 38%, les résultats de cette année sont très chutants par rapport à celui de l'année dernière. Selon le DCE, les parents et les encadreurs doivent tous s'impliquer pour rehausser le niveau des élèves. Un taux qui est au-dessous, n'est-ce pas, du taux de l'année dernière. Mais cela s'explique à plusieurs raisons. Vous savez, au niveau du système éducatif, c'est une chaîne avant d'aboutir aux examens. Il y a une chaîne qu'il faut, n'est-ce pas, suivre obligatoirement. Dès qu'une partie, n'est-ce pas, un maillon de la chaîne, n'est-ce pas, se trouve cassé quelque part, ça se répercute tout de suite sur les résultats. C'est ce qui fait que donc, d'abord, il y a, au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau, n'est-ce pas, des encadreurs. Il faudrait revoir la formation, comment les enfants sont en train d'être formés. Il faudrait que les parents suivent les enfants. Il faudrait qu'il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école. Il faut le suivre à l'école. Ibrahima Debari se félicite du niveau des admis malgré le faible pourcentage de cette année. Sa commune n'a pas aussi connu de perturbations lors des examens. Au sein de notre commune, nous nous félicitons de ce résultat à partir du moment où l'examen a été crédible. La crédibilité de l'examen, n'est-ce pas, est partie déjà de la façon dont nous avons préparé les examens. En sensibilisant à tous les niveaux. Nous avons sensibilisé même au niveau des mosquées pour ne pas que les enfants cherchent à tricher cet examen. C'est ce qui fait que, si vous avez constaté cette année, il y a eu moins d'utilisation de téléphone. C'est ce qui a rendu l'examen beaucoup plus crédible. Les résultats sont presque les mêmes dans tout le pays. Certains centres n'ont enregistré qu'un ou deux admis. Un cauchemar dont ils relèveront difficilement.
Ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier de renforcement des capacités des agents et auxiliaires ainsi que du personnel des secteurs connexes de l'état civil et système d'enregistrement des naissances. C'est le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura, qui a lancé les travaux. Plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Compte rendu Algassi Mouyaliba et Yacouba Traoré. Ce sont des acteurs de l'état civil guinéen, des agents de santé, des auxiliaires de justice et des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Durant 4 jours, ces 51 acteurs vont renforcer leurs capacités afin de mieux accomplir leur mission. Il y a eu successivement des formations, des formateurs dans le cadre de la modernisation de l'état civil. Et cela à l'honneur de tous les acteurs qui interviennent dans le processus de l'enregistrement des faits d'état civil. Alors, à cette occasion, la ville de Conakry a bénéficié d'un accompagnement des bailleurs. Donc, c'est ce qui a permis l'organisation de cet atelier de lancement pour la région de Conakry. Le système d'état civil guinéen connaît encore beaucoup de dysfonctionnements, ce en dépit des efforts consentis en vue de moderniser progressivement le secteur, indiquent les organisateurs. C'est pourquoi l'UNICEF et l'agence italienne de coopération accompagnent ce processus de modernisation du secteur. Lorsqu'un système d'enregistrement des faits d'état civil fonctionne bien, il constitue une source précieuse d'informations pour la planification du développement. Enregistrer toutes les naissances en temps réel, c'est permettre au système de santé de connaître le nombre d'enfants à vacciner. Le gouverneur de la ville de Conakry, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux de cet atelier, exhorte les participants à suivre cette session de formation avec intérêt. Il faudrait qualifier nos méthodes de travail quand on parle de la naissance. Parce que vous savez, dans nos hôpitaux, on est en train de mettre des trucs en place pour que les naissances soient enregistrées. Je demande aux participants de se donner pour que les cours qui vont être donnés puissent être maîtrisés. Le cadre réglementaire et institutionnel de l'état civil en Guinée, la procédure d'enregistrement des faits d'état civil et l'archivage sont entre autres les modules qui seront dispensés. Amener les médias à promouvoir la formation et le perfectionnement, c'est une démarche entreprise par le Centre de formation et de perfectionnement du ministère de l'Information et de la Communication. La prise de contact de sa direction a débuté le 23 juillet avec la presse privée pour s'élargir à certains services publics du département. Gibril Ba et Abdoulaye Kamara, reportage. Dans le paysage médiatique guinéen, il y a un besoin de remise à niveau. C'est une interpellation du Centre de formation et de perfectionnement du ministère de l'Information et de la Communication. À l'ère de la révolution numérique, ce besoin est à satisfaire obligatoirement, selon son directeur. Il y a une première catégorie qui est composée des journalistes qui n'ont jamais fait du journalisme, qui sont sortis d'autres filières que le journalisme, et qui exercent aujourd'hui tant bien que mal au niveau des médias publics et privés. Cette catégorie a besoin de formation et de perfectionnement. La deuxième catégorie porte sur des journalistes qui sont sortis des écoles ou des filières de journalisme, mais qui, depuis leur sortie, manquent de structures justement répondantes et d'accompagnement institutionnel, n'ont pas connu une remise à niveau, donc n'ont pas connu de perfectionnement. La presse constitue le quatrième pouvoir, expression souvent employée dans la corporation pour justifier l'importance et les impacts des outils de communication. Ceux qui s'en servent sont nombreux à rencontrer des difficultés. Alors le ministre Somparé indique qu'il faut immédiatement trouver une alternative. Et qui dit évolution constante dit transformation sociétale, transformation technologique et par conséquent adaptation nécessaire de tous les professionnels qui exercent dans les différents secteurs d'activité.
Et cela passe nécessairement par la formation et la formation continue. La prise de contact entre le centre de formation et le perfectionnement et les directions des radios rurales et de diffusion ont aussi permis de relever certains problèmes. Nos collaborateurs qui produisent des contenus tous les jours fournissent des efforts, font des mains et des pieds pour donner des contenus de qualité. Mais lorsque ces contenus de qualité ne sont ni entendus ni vus pour la population à laquelle ils sont destinés, ça veut dire qu'il y a encore du travail qui reste à faire. Ces échanges se sont élargis auparavant aux associations de la presse privée et aux directeurs de l'AGP et de l'OGP. Partout, ces différentes structures ont un point commun, la formation. Le Centre du commerce international, CECID, a procédé ce mardi à la remise de matériel de travail composé d'outils informatiques aux élus locaux de quelques préfectures. Ce sont des ordinateurs, des onduleurs et autres équipements composés d'archives pour permettre aux élus locaux d'exercer correctement les tâches qui leur sont dévolues. Reportage Mohamed Valek-Touré et Abou Kouria Kourma. C'est un appui aux collectivités locales que vient apporter le Centre du commerce international aux élus locaux de quelques préfectures. Il s'agit des matériels de travail, des archives du code révisé en vue de faciliter le travail sur les administrateurs territoriaux. Il s'agit d'aller vers les populations à la base, il s'agit d'aller vers les communautés à la base. Et les coordinateurs de ces communautés à la base là sont des élus locaux qui ont reçu la confiance de ces communautés. Pour nous, ce développement ne peut partir que du renforcement des capacités de ces élus locaux qui sont des maires. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé au renforcement des capacités de ces élus locaux-là pour mieux produire, pour mieux gérer le bien qui est issu de la même communauté, qui est issu de la même population. La venue de ces matériels de travail soulage à plus d'un titre ces élus locaux. Ils ressentaient un manque criard de ces outils. Il fallait parcourir de longs kilomètres pour la saisie des documents. Après la réception de ces dons, les bénéficiaires promettent une bonne utilisation pour mieux propulser le développement à la base. Nous, on était en difficulté pour gérer ces pièces. Il faut aller à Bouquetville, faire la saisie, faire tout. Maintenant, là qu'on a tous ces outils, c'est un grand atout pour nous. On est très contents de ceci. Un partenariat que les bénéficiaires qualifient de dynamique en termes d'appropriation et d'appréhension. La promotion d'une administration territoriale est une nécessité qui anime les cadres de la décentralisation. C'est des instruments qu'on donne à ces collectivités. Je pense que cela va leur permettre d'accélérer la mise en œuvre des missions qui leur sont dévolues. Et ces missions ont pour finalité l'amélioration du cadre de vie, mais surtout des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base de qualité. Les bénéficiaires sollicitent que ces genres d'actions se perpétuent pour permettre aux collectivités locales de bénéficier de formations de qualité. Paix, gage de développement, c'est sur ce thème que l'ONG Dinguiraye Réflexion et Action va célébrer sa deuxième édition dans la ville sainte. Les activités se dérouleront du 10 au 19 août, une semaine consacrée à la promotion culturelle et à la cohésion sociale. Les membres de l'ONG étaient devant les médias pour décliner leur programme. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour les explications. Dinguiraye, une ville sainte, touristique et cosmopolite. Les filles et fils de cette préfecture veulent faire un retour à la source du 10 au 19 août pour offrir à leurs hôtes ce qu'ils ont de plus précieux. Pour ces visites, nous avons la mosquée d'Ela Joumartal, nous avons une partie de la Tata qui existe toujours à Dinguiraye, nous avons le Haïre Tabalde, nous avons le palais d'Ela Joumartal, nous avons Pelunwadjou, nous avons Colomba. Dinguiraye, c'est aussi une préfecture qui regroupe l'ensemble des ethnies à travers le pays. D'abord de l'histoire. Nous avons une communauté, ce qu'on appelle les tout-couleurs, nous avons les Peuls, nous avons les Malinké. Quand vous prenez par exemple le Fouta, on sait que le Fouta est Peul. Quand vous dites au Guinée, on dit que c'est Malinké. Mais quand vous prenez Dinguiraye, c'est le mélange des deux. Tous ces éléments peuvent être source de conflits s'ils sont mal exploités. La préfecture a eu l'amère expérience de vivre des troubles sociaux après les élections locales.
Ces enfants veulent effacer ces souvenirs qui entachent un glorieux passé. Elle sera axée sur le renforcement du tissu social qui s'effrite de jour en jour. Vous n'êtes pas sans savoir, les dernières élections n'ont pas laissé que de bonnes traces. Le cas de Kalinko, qui est une zone conflictogène, Banora aussi. Il y a eu 5 morts à Kalinko à l'issue des élections communales. Les points noirs existent, ils en sont conscients, mais pour cette deuxième édition de la semaine culturelle, ils veulent vendre du positif à la Guinée. Nous voulons faire de Dinguiraye la capitale guinéenne de la culture et de la cohésion sociale. Et nous sommes sûrs et certains que nous arriverons, parce que la première édition a été vraiment un succès et la deuxième édition sera aussi un grand succès. Semaine culturelle certes, mais une semaine pleine et intense activité pour les organisateurs qui entendent rapprocher au mieux les différentes ethnies qui ne regardent presque plus dans la même direction. Ouverture ce mercredi d'un séminaire de renforcement des capacités des enseignants de la formation de base de différents établissements privés de la capitale Conakry. Et cette formation est initiée par l'association des fondateurs des écoles privées en République de Guinée, AFEPGI, une manière de mieux outiller ces enseignants dans leur mission. C'est la salle de conférence du Centre de documentation universitaire, scientifique et technique qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture. Ali Badara Kamara, Babila Keita et Aliouba. La communication d'enseignement, la pédagogie d'enseignement et la formation continue des enseignants de la formation de base sont un ensemble de critères pédagogiques qui constituent des défis que les formateurs dans les différents établissements doivent relever pour mieux accomplir leur devoir d'éducateurs et de formateurs. C'est dans cette optique que s'inscrit ce séminaire de renforcement des capacités organisé par l'Association des fondateurs des écoles privées en Guinée, l'AFEPGI. Après les analyses, on a trouvé que c'est nécessaire de commencer par un bout. Et ce bout, on a trouvé vraiment que le plus saillant, c'était la formation continue des formateurs. Le directeur du Centre de formation pédagogique, Maria Montessori, va renforcer les capacités de ses enseignants pendant 45 heures, suivi de 60 heures de stage formateur. Donc, comme vous avez pu le constater, le module 0 inclut par exemple la révélation des secrets de l'apprentissage, comment aujourd'hui un enfant apprend-il, et pas seulement un enfant, mais un adulte aussi, quels sont les outils de l'enseignant pour entrer dans le métier de la meilleure façon possible, quels sont aussi les outils absolument indispensables et les besoins élémentaires de l'enfant qui doivent être satisfaits. 3 écoles nationales d'instituteurs sur 8 forment les enseignants de la formation des bases. Une situation que déplore le représentant du département en charge de l'éducation nationale. En Guinée, il n'y a que 3 ENI qui forment les encadreurs. Kindia, Kankan et je ne sais pas, Dubreka, donc sur 8 ENI. Donc, voyez-vous, et le nombre d'encadreurs formés n'excède pas les 100. Cette enseignante est l'une des bénéficiaires de ce premier jour de formation. Elle se félicite d'y avoir participé. Je suis vraiment contente de participer et je compte vraiment mettre en exergue cette formation dans mon école et partout où le besoin se fera. La deuxième étape de cette formation touchera plusieurs établissements de la haute banlieue, voire à l'intérieur du pays, dans les jours à venir. Environ 110 jeunes de Pita, notamment de Massi, ont bénéficié d'une formation de 2 jours. Il était question de les outiller sur l'entrepreneuriat et le leadership, une manière de les inciter à amorcer des projets viables et fiables pour leur localité. Aliouba, Mamadi Troakaba, Mamadou Tog et certains entrepreneurs de la place ont assuré l'essentiel des panels. Alseni Bari et Aliouba. C'est une formation initiée par l'Union pour le développement de Massi. Elle a duré 2 jours et porte essentiellement sur l'entrepreneuriat, le leadership et sur le domaine agricole. Elle concerne environ 110 jeunes de Pita. Le projet est à 2 niveaux. D'abord, c'est de former les jeunes, sachant que la formation est la base de la réussite. Ensuite, d'envoyer des personnes qui ont réussi dans leur domaine entrepreneurial pour le partage d'expérience. Donc, l'important, c'est quoi? C'est que les gens vont acquérir de la formation et nous allons les faire voyager dans une expérience vécue.
Donc ça va les permettre d'oser aller sur le terrain, non seulement entreprendre, mais aussi partager cette expérience de formation vécue. Parmi les panélistes, des humoristes, des politiciens comme Aliou Badjou Modèle, des juristes comme Mamadi Kaba et des entrepreneurs. Il s'agit d'outiller ces jeunes en vue de concevoir des projets viables et fiables pour leur localité. Toute personne qui veut être comédien, la première des choses à faire, c'est de se former et avoir confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réussir dans un métier que tu fais. Donc voilà, moi c'est ça d'abord, j'ai réussi à avoir confiance en moi dans le métier de faire rire les gens. Et à côté de ça, j'ai réussi à créer une entreprise. Et voilà, aujourd'hui, je vis de ça et je voyage. Tout ce que je fais, c'est à travers ça. Manque d'infrastructures scolaires, sanitaires, la déforestation, voilà bien des défis auxquels devront relever ces jeunes. Il y a un manque de professeurs criards, il y a un manque d'eau, il y a aussi le problème de reboisement aussi. En disant ces différentes thématiques qu'on a appris ici, nous allons en tout cas sur le niveau de vie de la société de Massi. L'intérieur du pays, faut-il le noter, est par endroits laissé aux oubliettes par les autorités, basées principalement à Conakry. Routes, hôpitaux, installations d'eau, autant d'infrastructures de base qui manquent dans ces zones. Depuis son arrivée dans la région italienne des Pouilles en 2013, probablement du Costa Rica, la lèpre des oliviers a provoqué la mort de plus d'1 million d'arbres en Italie et la facture s'est élevée à environ 1,2 milliard d'euros pour le second opérateur mondial d'huile d'olive derrière l'Espagne. Dans ce champ non loin de Gallipoli dans les Pouilles, la Xylella a tué tous les oliviers, ou presque. Il n'a pas fallu longtemps à Pier Federico Lanotte, chercheur au Conseil national de la recherche italien, pour comprendre que certains arbres résistaient à la bactérie qui décime cette région du sud de l'Italie depuis 2013. À ce jour, 2 variétés d'oliviers qui attrapent la maladie mais n'en meurent pas ont été identifiées. La Lecchino et la Favolosa sont un point de départ, pas d'arrivée. On espère, et on y travaille dur, on espère trouver un nombre de variétés résistantes bien plus élevé. Les résultats sont prometteurs. Des branches de ces variétés résistantes ont été greffées sur des troncs d'arbres malades et elles poussent parfaitement en produisant des fruits. Giovanni Melcarne, qui a perdu 90% de ses champs depuis le début de la crise, a voulu aller plus loin en cherchant des plantes qui n'attrapent pas la maladie. Et il a trouvé. Les voici dans une serre, au beau milieu de son pressoir, une vingtaine de pousses qu'il bichonne avant de tenter l'impensable. On va leur inoculer la maladie. On va les contaminer avec les insectes qui transmettent la maladie pour avoir la preuve scientifique que cette plante, cette variété autochtone que l'on pourra cultiver, n'attrape pas la maladie et la preuve qu'elle est immunisée. Le risque de contagion à tous les pays producteurs d'olives est grand, raison pour laquelle le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari, dans le nord des Pouilles, a décidé de former des agronomes venus de tout le bassin méditerranéen. Et maintenant, avec les technologies, on peut en temps réel transmettre des photos, des images, des symptômes pour pouvoir aider. Et également, on peut, à travers le projet, mobiliser des ressources scientifiques des pays européens qui puissent aller dans les pays méditerranéens, d'assister et de former ces gens. Et c'est notamment grâce à une application, Xylap, que les symptômes peuvent être transmis pour être analysés, car il faut aller vite. En Italie, 2e pays producteur d'huile d'olive au monde, on estime que la maladie progresse de 2 km par mois et le manque à gagner dans le secteur oléicole se chiffrerait déjà à plus d'1,2 milliard d'euros. À chaque fois que la styliste somalienne Awa Adan Hassan met la dernière main à une nouvelle robe commandée par une cliente, elle réalise un peu plus son rêve d'adolescente. Depuis que les islamistes Chebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et en dépit de leurs fréquents attentats, la capitale renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Awa passe ses journées à dessiner ses nouvelles créations,
Depuis toute petite, cette jeune styliste somalienne a la fibre artistique. Elle n'a pas attendu longtemps avant de se tourner vers la mode. Quand j'ai commencé mes cours d'art à l'école, j'ai très vite adoré dessiner des vêtements. En grandissant, j'ai compris que la mode était une passion. Je rêvais de devenir styliste. Mais devenir styliste en Somalie n'est pas chose facile. Le pays est plongé dans la violence depuis des décennies et subit les attaques fréquentes des militants islamistes Shebab. Mouna, une autre créatrice somalienne, s'est fixée, elle, pour mission de montrer aux Somaliens qu'il est possible de créer dans son pays. Ma priorité était de devenir une inspiration pour les jeunes Somaliens, leur montrer qu'il était possible de réussir dans son pays, qu'il ne fallait pas quitter la Somalie pour y arriver. Y arriver, c'est monter son entreprise dans le secteur du textile, mais aussi offrir aux clients des habits fabriqués localement. Dans la capitale somalienne, le choix pour s'habiller est plutôt sommaire et surtout très coûteux. Les habits importés sont souvent trop larges. On doit les amener chez la couturière pour les faire reprendre. Ici, c'est différent. On peut choisir le design et avoir une robe à notre taille. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas que les vêtements d'importation. La mode n'est pas réservée aux femmes. Certains jeunes hommes tentent aussi de se lancer dans ce secteur, malgré un poids des traditions qui peut gêner certains d'entre eux. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.